Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une grande partie de votre vie numérique dépend de technologies que la France ne maîtrise pas. Les systèmes mobiles, les clouds américains, les modèles d'IA, les semi-conducteurs, les réseaux sociaux, tous appartiennent à des USA, Chine, Taïwan, bref, ça n'appartient pas à la France. Dans ce contexte, un mot s'impose dans le débat public, la souveraineté technologique, la souveraineté numérique. Mais derrière ce terme, des projets politiques très différents coexistent. Dans cette vidéo, je réponds à une question simple. Que signifie réellement la souveraineté technologique pour les principales personnalités politiques françaises, surtout dans le contexte évidemment des présidentielles 2027 ? Alors je vais me concentrer sur les sujets que je connais le mieux. Il y a blockchain crypto, quand c'est possible, aussi sur les décisions prises lorsqu'ils ont exercé le pouvoir, et évidemment le reste du temps sur les programmes et les discours. Cette vidéo vous est présentée par Alira, l'école blockchain et IA. Nous sommes plus de 110 experts à intervenir dans des formations certifiantes, accessibles aussi bien aux débutants qu'aux profils expérimentés. Vous choisissez votre rythme, et d'ailleurs, je vous le dis dès maintenant, à la rentrée 2026, plein de choses vont changer. Allez, c'est parti pour votre vidéo. Petit point méthodologie, j'ai retenu 6 personnalités qui sont les personnalités les plus hautes dans les sondages, qui sont majoritairement, enfin qui sont même tout le temps au-dessus de 5% d'intention de vote avant août 2026. J'ai donc exclu un Ruffin qui, selon certains sondages d'opinion, arrive sous les 5%. J'ai sorti aussi Tondelier, Marine Tondelier, ou encore Éric Zemmour, qui pourtant a travaillé le sujet du Bitcoin. Je préparais un fichier de source, évidemment, si besoin. L'objectif ici, c'est de comprendre les logiques de la souveraineté numérique, pas forcément de vous dire pour qui voter. Ce n'est pas mon rôle, jamais de la vie je ne ferai ça. L'objectif ici, c'est aussi de vous inviter à débattre calmement en commentaire, voire pas de débattre, juste de discuter, avec courtoisie à l'intérieur de cet espace qui vous est dédié. Bref, on va commencer tout de suite avec la principale figure aujourd'hui pour les présidentielles 2027, c'est Marine Le Pen. Marine Le Pen, on pourrait résumer un petit peu sa souveraineté numérique comme elle voit la souveraineté nationale. Pour Marine Le Pen, je me suis beaucoup basé sur le programme de 2022 qui s'appelle Aime la France, avec notamment le volet Aime le numérique, parce que pour 2027, elle vient d'annoncer sa candidature et elle n'a pas encore de programme défini. Pour Marine Le Pen, une nation souveraine ne doit pas dépendre d'acteurs étrangers pour ses infrastructures essentielles. Bon, ça sera le cas de tous quasiment. La question n'est pas seulement la performance qui contrôle la technologie, où sont les données, qui possèdent l'infrastructure. Niveau IA, son discours, il est assez peu détaillé, notamment par rapport aux autres que l'on va voir par la suite. Mais il est assez cohérent, notamment sur l'idée qu'il n'a pas d'IA souveraine, notamment si on n'a pas de cloud, de données directement en France, et ainsi de suite. L'accent, il porte sur l'infrastructure, donc je vais y revenir un petit peu après. Mais j'ai envie de vous parler d'abord de crypto, et notamment de Bitcoin, puisque sa trajectoire est assez marquante à Marine Le Pen. En 2016, elle souhaitait interdire les monnaies virtuelles, c'était le cas pour l'ensemble du RN, avec notamment l'idée qu'il y avait une menace pour la souveraineté monétaire du pays. Alors qu'en 2025, et c'est là où cette trajectoire a évolué, lors d'une visite à Flamanville, elle propose au contraire de miner du Bitcoin avec les surplus du nucléaire. Son Bitcoin devient un actif produisible grâce à un avantage stratégique français. C'est un retournement important, mais paradoxalement, la logique souverainiste reste la même, orientée cette fois-ci vers l'énergie. Et donc plus largement, je voulais revenir sur l'infrastructure. L'objectif ici, c'est d'avoir une priorité qui est donnée notamment au stockage des données en France, au cloud souverain et aux technologies stratégiques, notamment je pense au quantique, et à une préférence nationale européenne dans des secteurs sensibles. Ça peut être par exemple le contrôle des rachats d'entreprises françaises de pointe, mais aussi la mise en place d'une fiscalité européenne pour le paiement des impôts des entreprises faisant des bénéfices grâce au numérique. En fait, elle a beaucoup développé à l'époque, en 2022, son programme autour d'une gestion assez interventionniste de l'État auprès des entreprises du numérique. Allez, passons à Édouard Philippe, et donc une vision assez différente, puisque très libérale, la souveraineté pour lui passe par la puissance économique européenne. Et oui, puisque même constat de dépendance cette fois-ci, mais sa solution, c'est de faire émerger des champions européens qui sont capables de concurrencer les géants américains et asiatiques. La souveraineté est d'abord économique et industrielle. Dans le cadre de l'IA,
ce qu'il faut faire, selon Édouard Philippe, c'est d'investir, mais surtout de résoudre le nœud du financement et du passage à l'échelle en Europe. Alors je vais en parler un petit peu après, mais on peut citer évidemment le marché des capitaux, mais aussi la commande publique et la gestion des ingénieurs avec une formation beaucoup plus vaste autour de ces formations diplômantes extrêmement qualifiées. Il peut revendiquer un bilan, Édouard Philippe, puisqu'il a notamment, lors de son passage à Matignon, participé avec la structuration de la stratégie nationale IA autour de la mission de Cédric Villani. Alors, il y a pas mal d'éléments qui sont cités notamment dans le programme d'Édouard Philippe, mais on va passer donc cette fois-ci au côté blockchain, crypto, et là pour le coup, très peu d'éléments. C'est dommage, le sujet n'a pas du tout été pris en charge par Édouard Philippe. Son gouvernement a contribué en 2018 à l'instauration de la loi Pacte, et donc ça c'est peut-être quelque chose qui va en sa faveur en termes de connaissance notamment de l'écosystème français, parce que la loi Pacte, c'est la loi qui a structuré légalement la manière dont gèrent les industries autour des blockchains et des cryptoactifs, qui a le droit de vendre, qui a le droit, comment on fait aussi pour vendre. Bref, c'est ce qui a introduit notamment les PSAN en France. Et donc ces règles sont toujours actives aujourd'hui, et c'est Édouard Philippe qui les a signées. Plus largement, je vais donc revenir un petit peu sur le financement. Le financement pour avoir des outils de supercalculateurs, de l'énergie, pour avoir des semi-conducteurs, pour avoir tous ces éléments-là, en fait, ça passe notamment par une réorientation, une retuyauterie, si on voudrait dire, de l'argent investi dans toute l'Europe. Et donc, pour que l'Europe soit forte, il faut que les capitaux européens aillent en direction des industries les plus stratégiques, comme par exemple l'IA. Notamment instaurer un Buy European Tech Act qui permettrait donc d'investir majoritairement vers des entreprises européennes. On aurait des packs de financement qui seraient en France avec un livret Capital France, avec à l'intérieur de la gestion d'investissement sur des entreprises de haute technologie et une orientation de la capitalisation retraite vers les champions nationaux. Et donc ça, c'est une réorientation majeure finalement du système des retraites qui est proposé là par Édouard Philippe. Et donc plus largement que la partie technologie, c'est aussi la partie retraite qui est considérée juste là. Allez, donc on a vu qu'on peut passer par de l'investissement des privés notamment vers les infrastructures françaises, mais on peut aussi utiliser le public. Et donc c'est le cas de Jean-Luc Mélenchon. La souveraineté pour Jean-Luc Mélenchon passe par la puissance publique. Alors évidemment, Mélenchon part du même constat, il n'y a pas de souveraineté si les infrastructures essentielles restent contrôlées par les grandes multinationales privées, sa souveraineté est publique. Alors là, je vais le dire directement, pour résumer le programme de Mélenchon, c'est compliqué, étant donné qu'il y a un livret avec des dizaines de pages à l'intérieur autour du numérique. Le livret s'appelle « Faire du numérique un bien commun et garantir la souveraineté en France ». C'est l'un des livrets thématiques du programme qui s'appelle « L'avenir en commun », et c'est un programme qui est extrêmement dense. Alors forcément, mon résumé sera que parcellaire. Sur l'IA, il y a une proposition quand même qui est phare et qui revient régulièrement, c'est qu'en 2025, il a proposé la création d'une agence publique de l'IA, avec une association, avec des chercheurs en IA, des chercheurs en sciences humaines, mais des associations de défense des libertés publiques et aussi des politiques. Toutes ces personnes-là vont ensemble développer les systèmes qui sont orientés besoins collectifs. L'objectif ici, c'est d'avoir des usages clairs de l'IA autour de la santé, de l'environnement, des services publics, qui permettront à terme d'améliorer donc de fait la vie des Français. Aussi, évidemment, il faut citer le mot qui est beaucoup revenu au sein de mes recherches, qui est celui de décolonisation numérique vis-à-vis des États-Unis. Et donc c'est un ensemble et d'orientation autour des cas d'usage et de gestion du hardware, de gestion des outils, des données, des câbles, des supercalculateurs, de la quantique aussi, pour son programme. Dans le cadre de mes recherches, moi il y a un truc qui m'a frappé justement sur le côté cas d'usage. Je regardais pas mal de vidéos YouTube et notamment le vlog de Mélenchon pour sa première fois à Vivatech, où il parle avec des personnes de start-up en France, notamment autour de la robotique, et il va très naturellement autour de projets qui vont par exemple aider des enfants malades ou ce genre de choses. Globalement, l'IA pour lui doit être uniquement utilisée dans le cadre uniquement de finalement de biens communs. Pour son usage. Bonjour, tu serres la main? Bien sûr. Alors là, je suis en train de C'est à vous là? Vous croisez, ouais, c'est à moi. Bon, salut C'est, petite tête. un petit robot Ouais. qui aide les soignants et les résidents dans les EHPAD et les hôpitaux. Non, en ce moment, je suis intéressé par les robots qui
qui accèdent à des milieux difficiles pour l'être humain. Finalement, c'est là où on a un intérêt vers l'humain plutôt que vers le marché, dans le cadre de Mélenchon, ce qui n'était évidemment pas le cas avec par exemple Édouard Philippe. Enfin, pour parler des blockchains, bon bah là, il y a une compatibilité qui est, disons, très limitée. Pour être gentil, le Bitcoin repose sur l'absence d'autorité centrale et la doctrine de Mélenchon vise un contrôle collectif des infrastructures, notamment économiques, et donc il reste extrêmement sceptique autour de ces outils, et aujourd'hui dans le programme c'est clairement un élément périphérique. Je vais revenir enfin sur 2-3 éléments du programme autour notamment des infrastructures. Il y a énormément de données sur les câbles, sur les data centers, sur les supercalculateurs. En fait, il fait correspondre ça à l'électricité, au rail. L'idée, c'est que ce sont des éléments qui sont trop stratégiques pour être abandonnés au seul marché. Donc, la création d'un système public pour l'ensemble de ces éléments-là. Et dans le programme, on peut citer par exemple la création ou l'augmentation d'une fonderie de microprocesseurs en France par exemple pour venir, pourquoi pas, concurrencer Taïwan au long terme. En réalité, le programme, comme j'ai dit, est très dense, c'est sûrement le plus travaillé de tous. Je peux vous proposer ici quelques éléments, mais ça fait partie d'un ensemble de pages de son livret. Ensuite, Gabriel Attal. Alors là, pour le coup, évidemment, un programme beaucoup moins précis, étant donné que il n'est pas issu notamment d'un travail de multiples présentations présidentielles. Attal, il défend une logique qui est assez proche de celle d'Édouard Philippe, mais qui est beaucoup plus interventionniste. Si avec Édouard Philippe, on avait des technologies de pointe qui méritaient un investissement, notamment par les capitaux, ici, c'est aussi par l'argent public qui vient, dans lequel il y a un soutien pour une accélération beaucoup plus rapide. L'idée avec Gabriel Attal, c'est d'avoir un choix de la souveraineté qui se fait avec un investissement massif. On parle de 200 millions d'euros sous 2040 pour couvrir toute la chaîne, que ce soit l'énergie, les data centers, le calcul, les données, la recherche, mais aussi la formation et la formation aux entreprises. Au pouvoir, il participe au déploiement d'outils IA. Je pense par exemple à Albert qui est sorti il y a de ça 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, dans lequel l'objectif de Gabriel Attal, c'est de montrer que la souveraineté, elle passe par l'usage aussi, et pas uniquement par la création de nouveaux modèles, mais aussi par l'usage, par notamment, avec Albert, les employés du service public. Donc ça, c'était pour l'IA. Côté blockchain et cryptoactifs, bon, il n'y a rien. Voilà, c'est un sujet qu'il n'a quasiment jamais évoqué. Par contre, évidemment, en 2018, il faisait partie de l'ensemble majoritaire qui avait donc signé la loi Pacte. Il l'a signé lui aussi. Voilà, c'était un des éléments que je pouvais essayer de dire, mais sinon, rien de plus. Mais bon, c'est normal, c'est une personnalité qui se présente depuis peu. Ensuite, Raphaël Glucksmann, c'est intéressant parce que Raphaël Glucksmann, c'est une personnalité qui est très investie, notamment côté Europe. Et côté Europe, ce qui est un des points de travaux principaux des élus à l'Assemblée européenne, c'est notamment de réfléchir en termes de géopolitique et de démocratie. Comment on fait pour avoir des éléments qui soient cohérents entre les différents pays. Et donc, ça passe par beaucoup de régulation. Être capable de dire non, par exemple, à certaines entreprises qui voudraient faire des profits avec des lois qui ne seraient pas compatibles avec la réglementation européenne. Côté IA, il n'y a pas beaucoup de propositions industrielles qui sont détaillé. Par contre, ce qui est important, c'est que, comme j'ai dit, l'accent il est mis sur les conséquences. Comment l'IA va permettre le surveillement de masse des personnes, va permettre aussi, pourquoi pas, un accès à de la biométrie ou encore à de la désinformation. D'ailleurs, je tourne cette vidéo, on est le 5 août 2026 et il se trouve qu'aujourd'hui, voilà, il y a eu une nouvelle vague de désinformation qui a touché la campagne de Raphaël Glucksmann et dont les services français ont montré l'étendue. Donc voilà, c'est quelque chose qui est présent et qu'il a tendance à beaucoup évoquer. Donc voilà, Raphaël Glucksmann, c'est le pro pour parler de réglementation et présenter notamment les effets délétères que certaines technologies peuvent avoir, notamment dans le cadre de notre démocratie. Côté blockchain, là pour le coup, il n'y a pas grand-chose, encore une fois. Cela dit, son approche, elle est encore une fois axée sur la réglementation et notamment sur les risques qui sont associés aux cryptoactifs. On pense notamment à la criminalité financière, mais aussi au blanchiment et aux ingérences étrangères.
Alors, donc on peut voir notamment, il y a eu pas mal de tweets au fur et à mesure du temps autour justement de la gestion des cryptoactifs et notamment quand il y a pu y avoir des crises autour de certaines personnalités ou de certaines crypto-monnaies. Enfin, Raphaël Glucksmann, il y a vraiment le point, comme j'ai dit, sur la réglementation qui est important. Là, très récemment, il s'est fait remarquer notamment sur la volonté, pourquoi pas, d'interdire TikTok s'il n'était pas dans les réglementations européennes. Donc, du coup, le travail a mené son fruit puisque TikTok a travaillé un petit peu sa gestion des données. Bref, l'idée ici, c'est que la souveraineté, elle passe par la réglementation. Elle passe notamment par le fait de faire accepter aux entreprises la gestion, la bonne version des lois. Je l'ai peut-être pas forcément cité, mais Glucksmann n'a pas de programme pour l'instant prédéfini. Il y a un point, c'est qu'il a fait un discours à Aubervilliers il y a maintenant de ça quelques mois, et dans lequel il a parlé aussi d'IA, et dans lequel il a aussi évoqué l'envie d'avoir une IA souveraine avec des data centers qui sont en France, et ainsi de suite. Mais bon, c'est pas très précis, et ça mérite encore d'être maturé pour avoir un programme un petit peu mieux élaboré. Notre obsession sera de bâtir la souveraineté technologique et numérique de la France et des Français, de l'Europe et des Européens. Nous ne pouvons pas rater le coche de l'IA, sous peine de disparaître. Le dernier que je vais pouvoir évoquer ici, c'est Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, lui, il voit vraiment la souveraineté comme une puissance de l'État. Chez Retailleau, la souveraineté, elle est régalienne, hein. La technologie doit renforcer la capacité d'action de l'État, son efficacité, sa sécurité. Et donc côté IA, il y a une vraie volonté de transformer l'administration française grâce à l'IA, avec des investissements et ainsi de suite, mais notamment par le passage grâce à l'IA dans les services publics, d'avoir des postes qui ne sont plus replacés une fois que les personnes vont à la retraite. On parle de 125 000 agents qui ne seraient pas remplacés, et puis 125 000 qui iraient de postes plutôt de bureau vers des postes auprès des personnes, donc de terrain, on dirait, et donc l'ensemble transformerait radicalement finalement les services publics en France. L'idée, c'est que notamment, il disait donc, comme j'ai dit, une IA pour les services publics. Cette IA, il l'appellerait Marianne. Bon, il existe Albert aujourd'hui, pourquoi pas l'appeler Marianne plus tard, le changer, je sais pas exactement ce qu'il souhaite en faire, mais avec cette fois-ci la gestion par un ministère, le ministère de l'IA, qu'il a déjà nommé. L'enjeu, c'est que l'État sache exécuter vite, en investissant et en formant. Et donc, c'est notamment un investissement qui est assez conséquent. D'ailleurs, sur les 5 ans, c'est 25 milliards qui seraient mis notamment sur la table pour pouvoir former, investir et transformer donc du coup l'IA, pourquoi pas créer donc Marianne, cette IA française. Côté crypto, ici encore une fois, pas de programme détaillé, voilà, il y a juste rien dessus. Par contre, ce qui est sûr, c'est que Retailleau a été présent en tant que ministre de l'Intérieur dans un moment où notamment les industriels de l'écosystème français se sont fait beaucoup kidnapper. Ce qui est malheureux et ce qui a démontré notamment une incapacité de la France à protéger certaines personnes, mais aussi, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a eu concertation, a priori en tout cas. Je sais que pas mal d'industriels français ont été critiques, mais il n'empêche qu'il y a eu concertation et que c'est rentré un minimum dans l'esprit de Retailleau qu'il y a cette problématique-là à gérer. Par contre, ce qu'on peut dire aussi, et donc là ça va pour les cryptos mais aussi pour l'IA, il est clair que chez Bruno Retailleau, il y a un accent fort qui est mis sur la sécurité, et ce, aux dépens parfois de certaines souverainetés individuelles. Je pense par exemple au chiffrement. On a pu voir avec le cas Signal que Retailleau, pour des besoins d'enquête, souhaitait avoir accès aux communications sur des réseaux qui mettent en place des systèmes comme par exemple l'encryption pair à pair, enfin end-to-end, et de fait, il voulait changer donc les architectures de protection, de la sécurité et de la confidentialité des personnes sur ces applications qui pourtant le mettaient en avant. L'idée, c'est qu'évidemment, c'est très clivant comme proposition et que beaucoup d'experts en cybersécurité considèrent que c'est amener des backdoors dans des systèmes qui n'en ont pas ou qui justement sont assez sécurisés. Et donc, de fait, c'est un des éléments qu'il faut aussi citer pour nous qui sommes intéressés par les technologies autour du chiffrement et de la cryptographie. Enfin, on arrive à notre conclusion. On a pu citer donc Marine Le Pen, Retailleau, on a pu citer Édouard Philippe, Gabriel Attal, Jean-Luc Mélenchon.
sur l'ensemble de cette vision apportée, finalement, il y a une seule conclusion, c'est qu'ils ont tous une vision différente de ce que c'est que la souveraineté, que ce soit une nation souveraine, que ce soit une industrie européenne souveraine, que ce soit la souveraineté par le bien commun, par la puissance publique, par l'Europe des règles, ou enfin l'État qui scrute. En fait, derrière la souveraineté technologique se cachent plein de questions politiques qui sont très classiques, le rôle de l'État et du marché, l'échelle française ou européenne, l'infrastructure à garder publique, les limites à poser ou non sur la sécurité, les possibilités d'être autonome, seul. En fait, tous ces éléments-là, ce sont des éléments de politique, et la technologie n'est que le reflet, finalement, politique des besoins, des programmes, des différents acteurs politiques qui vont se présenter en 2027. Une souveraineté émerge, en tout cas, quand on regarde un petit peu l'ensemble de ça, c'est celle des individus, contrôler ses données, choisir ses outils, garder ses clés, mais aussi chiffrer, pouvoir changer de plateforme. Alors vous, quand vous allez voter, votre personnalité politique préférée, elle défend la souveraineté de qui ?